Je m'appelle Camille Dubois et ce qui s'est passé le mois dernier m'a appris que parfois, la réponse la plus puissante à la manipulation familiale n'est pas la colère, mais une transaction légale parfaitement exécutée. Vous connaissez ce sentiment quand vos parents vous traitent d'égoïste parce que vous gardez quelque chose qui vous appartient légitimement? Quand ils exigent que vous sacrifiez tout pour l'enfant préféré qui a déjà tout? C'est exactement ce que les miens ont fait quand ils ont découvert que j'avais hérité de la maison de ma grand-mère, évaluée à 750 000 €. Ils ne m'ont pas seulement demandé de la partager. Ils ont fait venir un agent immobilier pour forcer la vente, menaçant de me renier si je n'obtempérais pas. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je l'avais déjà vendue 3 jours plus tôt à quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé. Quand ils ont vu qui se tenait dans cette maison, ma mère a hurlé. Avant de vous raconter comment le propre PDG de ma sœur est devenu mon arme secrète, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si les histoires où l'on tient tête à la pression familiale résonnent en vous. J'aimerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Êtes-vous une noctambule comme moi ou regardez-vous ceci avec votre café du matin? Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de cette histoire. Grandir en tant que fille aînée aurait dû signifier quelque chose, n'est-ce pas? Dans la plupart des familles, peut-être. Mais dans la famille Dubois, j'ai appris très tôt que l'ordre de naissance ne signifiait rien comparé à la capacité de charmer nos parents. Et cette personne était toujours Clara. Pendant que je prenais le bus pour le collège public à 7 heures du matin, mes parents conduisaient Clara à l'Académie Victor Hugo, l'école privée qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Camille est indépendante, disait maman. Elle n'a pas besoin de ce dont Clara a besoin. Traduction, Camille ne mérite pas ce que Clara mérite. Je me souviens être assise à la table de la cuisine, montrant à papa mon bulletin de notes avec d'excellents résultats. Il l'a regardé pendant peut-être 2 secondes avant de demander « Tu as vu le projet artistique de Clara ? Elle a été sélectionnée pour l'exposition du district. » Mes notes parfaites étaient attendues. Chaque réussite de Clara était un miracle digne d'être célébré. Cours de danse, professeur de violon, quand d'été en Europe. Clara a tout eu. Quand j'ai demandé à rejoindre le club de débat scolaire, ce qui nécessitait des frais de 200 €, papa a dit que nous devions prioriser les dépenses. La même semaine, ils ont acheté à Clara un MacBook de 3 000 € pour ses activités créatives. Mais il y avait une personne qui voyait à travers tout ça, mamie Éléonore. Pendant que mes parents s'extasiaient devant les répétitions et les récitals de Clara, mamie se glissait discrètement dans ma chambre. « Comment va ma brillante fille ?» demandait-elle, sincèrement intéressée par mes projets de club de robotique et mon travail à temps partiel à la bibliothèque. « Pourquoi l'aime-t-il plus, mamie ?» ai-je demandé un soir, à 16 ans, après que mes parents eurent manqué mon intronisation à la Société honoraire nationale pour assister au récital de danse de Clara. Elle m'a serré contre elle, son parfum de lavande m'enveloppant comme une armure. Ils ne l'aiment pas plus, ma chérie. Ils s'aiment plus eux-mêmes. Et Clara reflète ce qu'ils voudraient être. Toi, ma chère Camille, tu reflètes qui ils sont réellement. Travailleuse, pratique, sans fioritures, et cela les terrifie. J'ai bâti ma vie sur ces mots. Pendant que Clara flottait à l'université aux frais de nos parents, j'ai eu 3 petits boulots pour payer mes études à l'université publique. Pendant qu'elle se cherchait à travers 6 changements de majeur, j'ai obtenu mon diplôme avec mention en comptabilité. Ennuyeux? Peut-être. Pratique? Absolument. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme d'expert comptable, mamie était la seule à venir célébrer. Mes parents étaient à la Côte d'Azur pour célébrer les fiançailles de Clara avec un homme qu'elle connaissait depuis 3 mois. Les fiançailles qui se termineraient 4 mois plus tard, naturellement. On pourrait penser qu'après des années à être ignorée, je m'y serais habituée. Mais certains moments sont plus douloureux que d'autres, laissant des cicatrices qui vous rappellent exactement votre place dans la hiérarchie familiale. Mon 25e anniversaire tombait un samedi. Je l'avais mentionné avec désinvolture quelquefois. Rien de pressant, juste l'espoir d'un dîner ensemble. Ce matin-là, je me suis réveillée dans le silence. Pas d'appel, pas de texto, rien. Vers midi, j'ai vu la publication de maman sur Facebook. Journée shopping avec ma petite fille. Tellement bénie. La photo la montrait avec Clara chez Printemps, sac à la main, coupe de champagne levée.
Ce n'était même pas le mois de l'anniversaire de Clara. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec les plus hautes distinctions, mes parents m'ont envoyé un texto. Félicitations. Quand Clara a finalement obtenu son diplôme, avec 2 ans de retard, à peine, ils ont organisé une fête pour 50 personnes et engagé un photographe. L'invitation l'appelait une célébration du parcours de notre étoile brillante. Mais mamie Éléonore n'a jamais oublié. Chaque réussite, chaque étape, chaque petite victoire, elle les célébrait toutes. Elle venait à mon appartement avec des lasagnes faites maison quand j'ai réussi mon examen d'expert comptable. Elle a encadré ma première carte de visite. Elle a même gardé un dossier de mes travaux universitaires, racontant à tout le monde à son club de lecture l'histoire de sa brillante petite fille, la comptable. Tu construis quelque chose de réel, Camille, m'a-t-elle dit lors d'un de nos déjeuners du dimanche. Tes parents ne le voient peut-être pas, mais moi, oui. Et un jour, quand je serai partie, tu auras plus que mon amour pour te souvenir de moi. Je pensais qu'elle parlait de photos ou peut-être de ses bijoux. Je n'ai jamais imaginé qu'elle parlait de la maison. La maison de la rue des Lilas où j'avais passé chaque été, chaque vacances. Mes parents étaient trop occupés à emmener Clara à des compétitions. La maison où j'ai appris à cuisiner, à jardiner, à croire que je valais quelque chose. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin qui fleurissait toute l'année, et des souvenirs à chaque coin. Quand mamie est décédée l'année dernière, j'ai cru que j'avais perdu ma seule vraie famille. Puis maître Moreau a appelé pour la lecture du testament et tout a changé. Mais même alors, assise dans ce bureau, entendant mon nom être appelé comme seul bénéficiaire de la maison, je savais que ce n'était pas la fin de l'histoire. Car dans ma famille, ce qui est à moi a toujours été soumis à l'approbation du comité, et le comité avait toujours statué en faveur de Clara. La vraie question était, allais-je les laisser faire encore une fois? La maison n'était pas seulement un bâtiment. C'était 750 000 € de biens immobiliers de premier ordre dans l'un des quartiers les plus recherchés de Neuilly-sur-Seine, à 3 rues du quartier d'affaires, à distance de marche de la station de métro, avec une valeur marchande qui avait triplé au cours de la dernière décennie. Mais pour moi, c'était la cuisine où mamie m'avait appris à faire sa fameuse tarte aux pommes, la véranda où nous nous asseyions pour lire ensemble en silence, le jardin où elle m'avait montré que la patience et les soins pouvaient faire pousser de belles choses. Chaque pièce gardait un souvenir d'être vue, d'être valorisée, d'être aimée sans condition. J'habitais un studio exigu à Puteaux, à 40 minutes du travail un bon jour, 1h30 quand la circulation décidait de vous rappeler pourquoi tout le monde déteste les trajets en banlieue. L'héritage signifiait que je pouvais enfin avoir une stabilité, une vraie maison, un endroit où je n'aurais pas à me soucier des augmentations de loyer ou des colocataires qui oubliaient de payer les charges. Plus important encore, c'était à 3 kilomètres de l'entreprise de technologie où je venais de décrocher un poste de comptable senior. La même entreprise, ironiquement, où Clara venait d'être promue responsable marketing. Elle s'en vantait depuis des semaines, disant qu'elle était la plus jeune responsable du département, que le PDG lui-même avait approuvé sa promotion. La maison réduirait mon trajet de 40 minutes à 5. Elle me ferait économiser 2 000 € par mois en loyer. Elle me donnerait l'espace pour enfin avoir un bureau à domicile, peut-être même prendre des clients en consultation. Ce n'était pas seulement un héritage. C'était mon avenir. Mais quelques jours après la lecture du testament, les appels ont commencé. Camille, chérie, il faut qu'on parle de la maison de mamie. La voix de maman était plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'est une grande responsabilité, ma chérie. Peut-être trop grande pour une seule personne. L'inquiétude de papa était touchante, vraiment. Si seulement il l'avait montrée au cours des 32 dernières années. Puis vinrent les larmes de Clara. Je ne dis pas que tu devrais me la donner, mais peut-être qu'on pourrait la partager, ou tu pourrais la vendre et on se partagerait l'argent. Je veux dire, tu as déjà un endroit où vivre. Un studio avec de la moisissure noire et un propriétaire qui considérait l'eau chaude comme facultative. Mais bien sûr, j'avais déjà un endroit. La pression montait et je savais par expérience qu'elle ne ferait qu'empirer. Dans la famille Dubois, non n'était que l'ouverture de la négociation. Les messages textes commençaient à 6 heures du matin et ne s'arrêtaient pas avant minuit. Tous les jours pendant 2 semaines. La famille, c'est le partage, Camille. Ne sois pas égoïste.
Ta sœur commence une nouvelle vie. Elle en a plus besoin que toi. Mamie serait déçue par ton avarice. Cette dernière m'a presque fait rire. Mamie, qui m'avait explicitement laissé la maison à moi et à moi seule, serait déçue. La femme qui m'a dit un jour, tes parents vendraient ton ombre si Clara avait besoin d'argent. Les larmes de Clara avaient évolué en une hystérie totale. Elle appelait en pleurant pour dire qu'elle et son nouveau petit ami oui, un autre était prêt à construire une vie ensemble, mais ne pouvait pas se permettre une maison sur ce marché. Comment il n'était pas juste que j'aie une maison gratuite pendant qu'elle devait lutter dans son appartement de luxe que nos parents payaient. Puis vint l'intervention familiale. Tante Hélène, oncle Robert, des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, tous soudainement préoccupés par l'unité familiale et l'équité. Leurs messages étaient des copies conformes les uns des autres, comme si maman leur avait envoyé un script. Pense à ce qui est le mieux pour tout le monde, pas seulement pour toi. Clara a toujours été fragile. Tu es la forte. Ne laisse pas une propriété diviser la famille. Le jeudi précédant le rendez-vous au bureau de Maître Moreau, papa a envoyé l'ultimatum. Soit tu acceptes de vendre et de partager les bénéfices, soit tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. À toi de choisir. J'ai fixé ce texte pendant 1 heure. Plus la bienvenue dans la famille. Comme si j'avais jamais vraiment été la bienvenue en premier lieu. C'est alors que mon téléphone a vibré avec un autre genre de message. Numéro inconnu. Camille, c'est Marc Dupont. J'ai entendu par des canaux professionnels que vous pourriez vendre une propriété rue des Lilas. Je suis très intéressée. Pouvons-nous en parler? Marc Dupont, mon ancien partenaire d'études à l'université, qui avait ensuite bâti un empire technologique. Marc Dupont, qui était maintenant PDG de l'entreprise même où Clara venait d'être promue. L'univers, semblait-il, avait le sens de l'humour. J'ai regardé l'ultimatum de papa à nouveau, puis le message de Marc. Pour la première fois en 2 semaines, j'ai souri. Il voulait que je vende la maison. D'accord, mais il n'avait jamais précisé à qui. Salut, Marc, ai-je répondu. Oui, parlons-en, mais cela doit rester confidentiel pour l'instant. Sa réponse fut immédiate. Compris. Je peux vous rencontrer ce soir. Et Camille, je me souviens comment il vous traitait à l'université. Cette fois, c'est vous qui décidez. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille, celle à qui on s'attendait à ce qu'elle sacrifie tout en regardant l'enfant préféré se faire offrir le monde, laissez un commentaire ci-dessous. Je veux entendre votre histoire. Comment avez-vous finalement tenu tête? Ou êtes-vous encore en train de livrer cette bataille? Et si cela résonne en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Votre soutien signifie tout, surtout pour ceux d'entre nous qui ont grandi en se faisant dire qu'ils n'avaient pas d'importance. Maintenant, laissez-moi vous parler de la réunion qui a tout changé. Le jour où ma famille pensait m'avoir acculé, mais est tombée directement dans mon piège. La salle de conférence de Maître Moreau semblait plus petite avec toute ma famille entassée à l'intérieur. Maman et papa étaient assis en face de moi comme des procureurs. Clara était perchée entre eux, mouchoir déjà à la main. Même tante Hélène était venue pour le soutien moral. La table en acajou reflétait leur visage déterminé. Ils étaient venus préparer pour la guerre. Avant de commencer, annonça papa, sans attendre que Maître Moreau prenne la parole, nous avons apporté notre propre agent immobilier, il désigna une femme en blazer rouge agressif. Madame Fournier a des acheteurs prêts, des offres en espèces. C'est prématuré, dit Maître Moreau calmement, ajustant ses lunettes. Pas du tout, interjeta maman. Nous sommes ici pour régler ça en famille. Le testament était déjà réglé, dis-je tranquillement. Les testaments peuvent être contestés, répliqua papa. Influence indue, capacité mentale. Nous avons consulté des avocats. Clara commença à pleurer à l'heure. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça, Camille. Après tout ce que nos parents ont fait pour toi, tout. J'avais envie de rire ou peut-être de pleurer. Au lieu de cela, j'ai gardé mon visage neutre, comme mamie me l'avait appris pendant nos parties d'échecs. Ne leur montre jamais ton prochain mouvement, avait-elle dit. Camille est égoïste, annonça maman à la pièce. Une fille qui accapare une propriété pendant que l'autre se débat.
Je veux juste la justice, gémit Clara. Est-ce trop demandé? Madame Fournier, l'agent immobilier, fit glisser des papiers sur la table. Si nous mettons en vente aujourd'hui, je peux la vendre dans la semaine. Le marché est chaud. Camille n'a pas accepté de vendre, leur rappela maître Moreau. Elle le fera. La voix de papa avait ce ton que je connaissais trop bien. Celui qui précédait chaque ultimatum de mon enfance. Parce que si elle ne le fait pas, elle est hors de cette famille. Pas de vacances, pas d'anniversaire, pas de contact avec les futurs petits-enfants, rien. La pièce devint silencieuse. Même tante Hélène semblait mal à l'aise. Maman se pencha et serra la main de Clara. Ta sœur en a besoin, Camille. Son nouveau poste l'oblige à recevoir des clients. Elle a besoin d'une vraie maison, pas de cet appartement. L'appartement que vous payez, ai-je demandé. C'est temporaire, rétorqua maman. Et ce n'est pas ton affaire. Maître Moreau s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous. Nous devrions faire signer Camille, interrompit papa. Aujourd'hui, maintenant. J'ai regardé chacun de leurs visages, si confiants, si sûrs d'avoir gagné. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Marc. Contrat signé. Prêt quand vous l'êtes. En fait, dis-je en me levant, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Assieds-toi, Camille. La voix de commandement de papa, celle qui me faisait figer quand j'étais enfant. Je suis restée debout. Je dois vous dire quelque chose. La seule chose que tu as à nous dire, c'est oui, dit maman. Oui, tu vendras. Oui, tu partageras avec ta sœur. Oui, tu arrêteras d'être difficile. Clara se tamponna les yeux. J'ai déjà dit à Benoît que nous allions peut-être chercher une maison bientôt. Tu m'embarrasses, Camille. Benoît, l'âme sœur de ce mois-ci. Je me demandais s'il connaissait Kevin du mois dernier, ou si cela avait été commodément oublié, comme toutes les vérités dérangeantes de Clara. Ta sœur a travaillé si dur pour sa promotion, ajouta tante Hélène. Elle mérite une maison qui reflète son nouveau statut. Contrairement à toi, dit papa, sa voix dégoulinant de mépris. Une comptable vivant dans un studio. Que as-tu besoin d'une maison de 3 chambres? Elle veut probablement la louer, suggéra Clara. Gagner de l'argent sur la mort de mamie. C'est dégoûtant. L'ironie de Clara traitant quelqu'un d'autre David d'argent tout en réclamant mon héritage m'a presque fait perdre mon sang-froid. Presque. Madame Fournier poussa les papiers plus près. L'offre est généreuse, plus que la valeur marchande équitable. Vous repartiriez chacun avec suffisamment pour un acompte. Chacun. J'ai regardé l'agent immobilier. La maison est à moi. Ne sois pas technique, me gronda maman. La famille partage. Comme vous avez partagé les frais de scolarité, ai-je demandé. Comme vous avez partagé les célébrations d'anniversaire. Comme vous avez partagé les présences aux remises de diplômes. On y va, papa roula des yeux. Pauvre Camille et ses rancunes. Tu as accaparé l'attention de mamie, accusa Clara. Tous les dimanches, toutes les vacances, tu la monopolisais. Le moins que tu puisses faire, c'est partager ce qu'elle a laissé. Maître Moreau se déplaça inconfortablement. Le testament est clair. Les testaments peuvent être brisés, déclara papa. J'ai déjà parlé à des avocats. L'influence indue est réelle. Une vieille femme isolée par une petite fille du reste de la famille. C'est un mensonge, dis-je tranquillement. Est-ce? Maman me mit au défi. Tu étais toujours chez elle, toujours à lui remplir la tête d'histoires sur notre injustice, la retournant contre Clara. Mon téléphone vibra à nouveau. Marc en route. Est à 15 minutes. J'ai regardé ma famille. Ces gens qui partageaient mon ADN mais n'avaient jamais partagé mes luttes. Qui exigeaient tout en n'offrant rien. Qui voyaient mon héritage non pas comme le dernier cadeau de mamie mais comme leur dû. Vous voulez la maison, ai-je demandé. Bien, allons la voir. La pièce éclata en murmures suspicieux. Les yeux de papa se rétrécirent. À quoi joues-tu? Pas de jeu, dis-je en vérifiant mon téléphone. Mais si nous faisons ça, faisons-le à la maison. Vous devriez voir ce que vous êtes si désespéré de prendre.
Ce n'est pas prendre si c'est la famille, corrigea maman, ramassant déjà son sac à main. Maître Moreau se leva. Je dois mentionner que toutes les décisions concernant la propriété seront prises aujourd'hui. Papa la coupa. Nous avons fini d'attendre. Le convoi vers la rue des Lilas ressemblait à une procession funéraire. Je conduisais seul pendant que mes parents, Clara et Madame Fournier roulaient ensemble, probablement en train d'élaborer leur attaque finale. Maître Moreau suivait dans sa Lexus, de plus en plus mal à l'aise avec la situation. Mon téléphone sonna dans les haut-parleurs de la voiture. « Marc, tu es sûr de ça ?» demanda-t-il. « Ils veulent voir la maison » répondis-je. « Ils vont avoir ce qu'ils veulent. Les papiers sont tous déposés, enregistrés au comté hier. » « C'est fait, Camille. »« Je sais. » Je jetai un coup d'œil dans mon rétroviseur à la voiture de ma famille. « Comment va la Tesla ?» Garée dans l'allée pendant que nous parlons. « À dans 10 minutes. » Clara m'avait envoyé des textos sans arrêt. « Fais juste ce qui est juste. Ne te ridiculise pas. La tension artérielle de maman est montée à cause de toi. » Cette dernière était bonne. La tension artérielle de maman était probablement due à l'excitation de me voler encore une chose pour la donner à Clara. Alors que nous tournions dans la rue des Lilas, je l'ai vue. La victorienne familière avec son porche enveloppant et son jardin que mamie avait tant aimé. Le jardin que je l'avais aidé à planter. Le porche où elle m'avait appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Et là, brillant dans l'allée comme un phare de karma, il y avait une Tesla Model S blanche familière. Le souffle coupé de Clara était audible même depuis ma voiture. C'est. J'ai tiré sur le trottoir et suis sorti, regardant leur visage alors que la reconnaissance se faisait jour. Clara était devenue pâle. Maman plissait les yeux de confusion. Papa était déjà rouge, bien qu'il ne comprenne pas encore pourquoi. « À qui est cette voiture ?» demanda maman. La voix de Clara sortit en un murmure. « C'est la voiture de mon PDG. La voiture de Marc Dupont. »« Ton PDG ?» Papa se tourna vers elle. « Que ferait-il ici ?» Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, clé en main. Qui ne fonctionnait plus. Pourquoi ne pas le découvrir ? La porte s'ouvrit avant que je puisse frapper. En fait, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur la maison, dis-je, m'arrêtant sur les marches du porche. Nous savons tout ce que nous avons besoin de savoir, dit papa, me poussant. C'est un atout familial accaparé par. Il s'arrêta au milieu de la phrase. Marc Dupont se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air d'un PDG dans sa tenue décontractée mais chère du samedi. Le genre de richesse sans effort qui n'a pas besoin de s'annoncer, mais qui est impossible à ignorer. Monsieur Dupont, la voix de Clara se brisa. Qu'est-ce que vous ? Pourquoi êtes-vous ? Mademoiselle Dubois, Marc lui fit un signe de tête professionnellement, puis se tourna vers moi avec un sourire chaleureux. Camille, le timing parfait. Que quelqu'un explique ce qui se passe, demanda maman, bien que sa voix ait perdu sa confiance initiale. Madame Fournier, l'agent immobilier, s'avança, la main tendue. Monsieur Dupont, je suis Rebecca Fournier. Je comprends que vous êtes intéressé par. Je ne suis pas intéressé, dit Marc d'une voix calme. Je suis le propriétaire. Le silence qui suivit fut magnifique, pur, choqué, un silence incrédule. Papa retrouva sa voix le premier. C'est impossible. Cette maison appartient à Camille. Appartenait, corrigea Maître Moreau, prenant enfin la parole. Passé. Il y a 3 jours, ajoutai-je tranquillement. La vente a été finalisée il y a 3 jours. Le visage de Clara passa par une série d'émotions comme une machine à sous. Confusion, incrédulité, colère, peur. Tu l'as vendu ? Tu l'as vendu à mon patron ? Techniquement à sa société d'investissement, précisa Marc. Tout est parfaitement légal. Maître Moreau peut confirmer. Moreau acquiesça. J'ai examiné les documents moi-même. Vente nette, valeur marchande équitable. En fait, au-dessus de la valeur marchande. Tu ne peux pas faire ça, cria maman. Nous sommes ta famille. Tu n'avais pas le droit.
En fait, elle avait tous les droits, dit Marc, son ton toujours professionnel mais avec une pointe. C'était sa propriété, sa décision. Mais nous avions des acheteurs, protesta Madame Fournier. Des offres en espèces. Un peu tard pour ça, observa Marc. Le visage de papa avait pris une teinte violette alarmante. C'est une fraude, une manipulation. Vous avez profité d'elle. Marc rit. En fait, il rit. Monsieur Dubois, j'ai payé 800 000 € pour cette propriété. 20 000 au-dessus du prix demandé si quelqu'un a été exploité, c'était moi. Mais je voulais cette maison spécifique à cet endroit spécifique. Pourquoi ? Murmura Clara et je pus voir sa carrière défiler devant ses yeux. Marc sourit. Nous ouvrons un bureau annexe pour l'équipe marketing. Votre équipe, en fait. La façon dont Clara vacilla, je pensais qu'elle allait s'évanouir. Un bureau annexe ? La voix de Clara était à peine audible. Ici. L'entreprise cherchait à étendre sa présence dans les zones résidentielles, expliqua Marc, toujours debout dans l'embrasure de la porte comme s'il y appartenait, ce qu'il faisait légalement. Meilleur équilibre vie pro-vie perso pour nos équipes. Cet emplacement est parfait. Papa s'avança agressivement. Vous avez manipulé ma fille. C'est illégal. Nous allons vous poursuivre en justice. Quelle fille ? Demanda Marc innocemment. Parce que Camille m'a approché avec une offre honnête. J'ai payé au-dessus de la valeur marchande. Tout est documenté. Vous vous connaissiez avant, accusa maman. C'était planifié. Nous étions partenaires d'études à l'université, dis-je calmement. Est-ce illégal de vendre une propriété à quelqu'un que l'on connaît ? Quand c'est fait pour nuire à votre famille ? Oui, cria papa. Maître Moreau s'éclaircit la gorge. En fait, non. Ce n'est pas illégal du tout. 30 personnes s'étaient rassemblées sur le trottoir maintenant. Des voisins que mamie connaissait depuis des décennies, regardant le drame familial se dérouler comme un feuilleton en direct. Madame Chenda, accent grave côté, avait son téléphone. Monsieur Durand souriait ouvertement. Camille, s'il te plaît, supplia Clara, les larmes coulant. C'est ma carrière, mon avenir. Votre carrière va bien, l'assura Marc. Tant que vous maintenez des normes professionnelles. La menace était subtile mais claire. Clara la saisit. Ses larmes s'arrêtèrent instantanément. Espèce de petite vindicative. Maman se dirigea vers moi, mais maître Moreau s'interposa entre nous. Je serai très prudente, Madame Dubois. Des accusations d'agression n'aideront pas votre situation. Quelle situation ? Demanda papa. Nous allons contester cette vente. Influence indue, fraude, quelque chose. Sur quelle base ? Demanda Moreau. Que Camille a vendu sa propriété légale à un acheteur consentant. Elle l'a fait pour blesser Clara, cria maman. Je l'ai fait pour assurer mon avenir, corrigeai-je. Tout comme vous avez toujours assuré celui de Clara. Madame Fournier reculait vers sa voiture. Je devrais y aller. C'est clairement une affaire de famille. Plus maintenant, dit Marc. C'est une affaire commerciale maintenant. Vous n'avez pas entendu le meilleur, dis-je, ma voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais été avec eux. J'ai un contrat de location de 10 ans, à un loyer inférieur au marché. Je vivrai ici pendant que vous, je regardai Clara, travaillerez ici. Clara fit un bruit comme un animal blessé. Tu seras là tous les jours ? Chaque jour, confirmai-je. Votre grande promotion, votre nouveau bureau chic, ce sera dans la maison de mamie avec moi comme locataire de votre propriétaire. Ça ne peut pas arriver, murmura Clara, serrant le bras de maman. Il ne peut pas me forcer à travailler ici. C'est du harcèlement ou quelque chose. L'expression de Marc resta professionnellement neutre. L'équipe marketing a besoin d'un espace de collaboration. Cette maison a été désignée à cet effet. Vous êtes libre de demander un transfert à une autre équipe. Bien sûr, la rétrogradation implicite planait dans l'air comme de la fumée. Vous avez planifié ça ensemble. Papa pointa du doigt Marc et moi. C'est un complot. C'est du commerce, corrigea Marc. Camille avait besoin d'un acheteur. J'avais besoin d'une propriété.
Nous avons tous les deux obtenu ce que nous voulions. Et nous, cria maman. Et les besoins de Clara? Et eux, demandai-je, sincèrement curieuse. Depuis 32 ans, tout tourne autour des besoins de Clara, de son éducation, de ses passe-temps, de ses rêves, de ses échecs que vous avez payés pour réparer. Quand est-ce que ça a été à propos de ce dont j'avais besoin? Tu n'as jamais eu besoin de rien, rétorqua papa. Tu as toujours été indépendante, forte. Vous ne m'avez pas eu parce que vous ne m'avez jamais offert, les mots explosèrent de moi. Je n'étais pas indépendante par choix. J'étais indépendante par nécessité parce que chaque ressource, chaque moment d'attention, chaque centime lui revenait. Les voisins enregistraient tout. Maintenant, Madame Chen était rejointe par sa fille. Le fils adolescent des Durand était en direct. Nous devrions discuter de cela en privé, suggéra Maître Moreau. Non, dis-je, ils voulaient m'humilier publiquement. Ils ont fait venir un agent immobilier pour forcer une vente publique. Gardons ça public. Mon téléphone vibra. Marc jeta un coup d'œil au sien. Les déménageurs sont là, annonça-t-il. Un camion s'arrêta. 2 hommes commencèrent à décharger du mobilier de bureau, des chaises, une table de conférence. Non, souffla Clara. Non, non, non. La réunion d'équipe est lundi, l'informa Marc. 9 heures précises. Ne soyez pas en retard. Je ne travaillerai pas ici, Clara frappa du pied comme l'enfant qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Je refuse. C'est votre choix, dit Marc doucement. Les RH peuvent discuter de votre indemnité de départ si vous préférez. Maman se tourna vers moi, son visage tordu de rage. Tu as ruiné la vie de ta sœur. Es-tu heureuse maintenant? Je n'ai rien ruiné, répondis-je. J'ai vendu ma maison. Elle a toujours son travail. Vous avez toujours votre enfant préféré. Rien n'a changé, sauf que je ne suis plus disponible pour être votre paillasson. Papa s'approcha, sa voix basse et menaçante. C'est fini. Tu es hors de cette famille. J'ai rencontré son regard. Promis? Pouvez-vous croire qu'il pensait réellement pouvoir me forcer à vendre? Qu'auriez-vous fait à ma place? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux vraiment savoir si vous pensez que je suis allé trop loin ou pas assez loin. Si vous regardez de Paris, donnez-moi un emoji cœur. Marseille, laissez une sardine. Et où que vous soyez, si vous avez déjà dû faire face à l'intimidation familiale, vous n'êtes pas seul. L'histoire n'est pas encore finie. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Pas seulement pour Clara, mais pour toutes les relations de notre famille. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemblent de vraies conséquences. Le trajet vers la maison de mamie, mon ancienne maison, la maison de Marc, quel que soit le nom que nous lui donnions maintenant, ressemblait à un défilé de la victoire à l'envers. Ma famille suivait dans leur voiture. Maman probablement en train de rager. Papa probablement en train de planifier des stratégies légales. Clara certainement en train de catastropher sur sa carrière. Je me suis garée et me suis dirigée vers la porte d'entrée, utilisant ma clé une dernière fois avant de me souvenir qu'elle ne fonctionnait plus. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Plus de voisins s'étaient rassemblés. La nouvelle voyageait vite dans ce quartier où rien d'excitant ne se passait jamais. Madame Chen, 3 maisons plus loin, a crié, « Éléonore serait si fière de toi, Camille. » Cela a stoppé net ma mère. Fière de cette trahison? De sa petite fille qui se tient enfin debout, répliqua Madame Chen. Nous savions tous comment vous la traitiez. Éléonore nous a tout dit. La révélation que les voisins de mamie connaissaient nos secrets de famille a fait passer le visage de maman par plusieurs nuances de rouge. Marc s'était déplacé sur le porche, inspectant sa nouvelle propriété avec satisfaction. Les déménageurs continuaient à décharger des meubles. Un bureau passa qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. C'est alors que j'ai remarqué que la Tesla n'était plus seule. 3 autres voitures étaient arrivées. Toutes chères, toutes appartenant à des personnes que je reconnaissais sur des photos LinkedIn. L'équipe de direction de Marc. Qu'est-ce que c'est? Demanda Clara, reconnaissant son chef de département sortant d'une BMW. Inspection du site, expliqua Marc. Nous planifions l'aménagement.
Votre espace de travail sera dans le salon, Clara, celui avec la baie vitrée. La salle de lecture de mamie où elle avait passé d'innombrables heures avec ses livres et son thé, regardant la rue, saluant les voisins. Maintenant, ce serait le bureau de Clara où elle devrait me voir aller et venir tous les jours. C'est comment ça Clara puis s'arrêta. Que pouvait-elle dire? Que c'était inapproprié, injuste, venant d'elle? Son chef de département, Jennifer Leroy, s'approcha. Clara, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Une avant-première du nouvel espace? La bouche de Clara s'ouvrit et se ferma comme un poisson. Oui, juste un coup d'œil. Camille, Jennifer me remarqua, tendant la main. Marc a mentionné que vous êtes notre locataire résidente. C'est merveilleux que vous restiez dans la maison de votre grand-mère. Vous vous connaissez? Demanda maman suspicieusement. Nous nous sommes rencontrés à la fête de Noël de l'entreprise, expliqua Jennifer. Camille a fait du travail de conseil pour notre département financier l'année dernière. Un travail brillant sur la restructuration fiscale. Un autre secret révélé. Je consultais pour l'entreprise de Marc depuis des mois, tissant des liens, prouvant ma valeur d'une manière qui n'avait rien à voir avec les liens familiaux. Vous avez planifié ça, dit papa, la pleine réalisation le frappant. Tout ça, vous avez planifié de nous humilier. Non, dis-je simplement. J'ai planifié de vous survivre. Marc s'avança et toute la rue sembla retenir son souffle. Même les déménageurs s'arrêtèrent, sentant la tension. Monsieur et Madame Dubois, commença-t-il, sa voix de PDG portant dans la cour. Laissez-moi être parfaitement clair sur ce qui s'est passé ici. Il y a 3 jours, Camille Dubois m'a vendu cette propriété pour 800 000 €. La vente est conclue, déposée au comté et irréversible. Vous avez profité, commença papa. J'ai profité d'une opportunité de marché équitable, le coupa Marc. Camille avait besoin d'un acheteur qui respecterait son attachement à cette propriété. J'avais besoin d'un emplacement pour notre bureau annexe. Nous avons tous les deux gagné. Et Clara? La voix de maman se brisa. Et notre fille? Laquelle? Demanda Marc sèchement. Car d'après ce que j'ai observé, vous ne semblez vous soucier que d'une seule d'entre elles. Clara s'avança, le mascara coulant. Monsieur Dupont, s'il vous plaît. C'est ma famille, ma sœur. Ne pouvons-nous pas arranger quelque chose? Nous l'avons fait, dit-il. Vous vous présenterez ici lundi pour les réunions d'équipe. Camille résidera à l'étage conformément à notre contrat de location. Vous maintiendrez des limites professionnelles. Tout harcèlement de notre locataire entraînera un licenciement immédiat. Harcèlement? Clara haleta. C'est ma sœur. Que vous avez essayé de forcer à renoncer à son héritage, ajouta Jennifer Leroy, clairement briefée. Cela se termine maintenant. Les voisins dévoraient ça des yeux. Monsieur Durand avait même du pop-corn. D'où sortait-il du pop-corn? C'est de l'extorsion, bégaya papa. Maître Moreau, qui était restée silencieuse, parla enfin. En fait, ce sont des conséquences. Quelque chose avec lequel votre famille semble peu familière. Janet haleta maman. Tu es censé être neutre. Je suis neutre, répondit Moreau. Je suis aussi honnête. Votre mère, Madame Dubois, vous a spécifiquement exclu de toute prise de décision concernant cette propriété. Elle m'a dit, et je cite, Linda et Robert essaieront de prendre ça à Camille. Ne les laissez pas faire. Le silence était assourdissant. Mamie a dit ça, demandai-je, ma voix petite. Moreau acquiesça. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait aussi que Camille aurait besoin de protection contre la pression familiale. C'est pourquoi elle a insisté sur la formulation spécifique du testament. Pas de clause de partage, pas de disposition de substitution familiale, juste Camille. Elle a monté notre mère contre nous, accusa maman. Non, cria Madame Chen. Éléonore a vu qui vous étiez vraiment. Nous l'avons tous fait. La façon dont vous paradiez avec Clara pendant que Camille marchait derrière. Les fêtes d'anniversaire que vous organisiez pour une fille tout en oubliant l'existence de l'autre. C'est une affaire de famille privée, rugit papa.
Pas quand vous criez sur ma nouvelle pelouse, observa Marc. Ce qui, soit dit en passant, vous êtes en train de violer. À moins que Camille ne vous invite à entrer, vous devez partir. Tout le monde se tourna pour me regarder. Ma famille, les voisins, Marc, son équipe, attendant ma décision. La vente est légale, continua Maître Moreau, sortant des documents de sa mallette. Voici le transfert de propriété déposé auprès du département de Hauts-de-Seine il y a 3 jours. La recherche de titre est propre, l'accord d'achat signé et notarié. Chaque document est en ordre. Elle les étala sur le capot de sa Lexus comme des preuves dans une affaire judiciaire. Camille avait le plein droit légal de vendre, continua Moreau. Pas de privilèges, pas de charges, pas d'autres réclamations. Vos menaces de contester le testament ? Vide. Le délai de prescription pour les réclamations d'influence indue exige une preuve de manipulation au moment de la signature. Éléonore a été évaluée par 2 médecins distincts avant de finaliser son testament. Tous 2 ont confirmé qu'elle était saine d'esprit. Vous saviez ça, accusa papa à Moreau. Je savais que Camille envisageait une vente. Ce n'est pas mon travail de vous informer de ses décisions légales. Mais la famille, commença maman, n'a aucune valeur légale ici, termina Moreau. Camille ne vous doit rien concernant cette propriété. Elle ne l'a jamais fait. Marc sortit son téléphone. J'ai les relevés de virement ici. 800 000 € virés il y a 3 jours. Voulez-vous les voir ? C'est dégoûtant, cracha maman. Utilisez l'argent pour détruire les liens familiaux. La seule chose détruite ici, c'est votre supposition que vous pouviez contrôler Camille pour toujours, répondit Marc. J'ai regardé Clara digérer tout cela. Son patron possédait son nouveau bureau. Son bureau était dans la maison qu'elle avait essayé de me voler. Elle devrait me voir tous les jours, sachant que j'aurais pu la mettre à la rue avec mon héritage, mais que j'avais choisi de me protéger. Il y a plus, dis-je doucement, retrouvant ma voix. Le contrat de location comprend une clause. J'ai un droit de premier refus si Marc vend un jour au prix d'achat initial. Quoi ? La tête de papa se tourna vers moi. Cela signifie, expliqua Maître Moreau, que Camille peut racheter la maison pour exactement ce que Marc a payé quand il décide de vendre. Elle n'est pas seulement une locataire. C'est une future propriétaire avec des droits protégés. C'est. Maman cherchait ces mots. C'est de la planification. De la planification à long terme. Quelque chose que vous ne m'avez jamais appris, dis-je. Mais mamie l'a fait. Elle a dit que la meilleure vengeance n'est pas émotionnelle. Elle est contractuelle. Marc sourit. Votre grand-mère semble avoir été une femme sage. Elle l'était, dis-je, regardant directement mes parents. Elle a vu ce que vous n'avez jamais fait. Que je n'étais pas faible parce que j'étais silencieuse. J'observais, j'apprenais, j'attendais. Quoi ? Demanda Clara. Le moment où vous tenteriez de prendre la seule chose qui était vraiment à moi. Et regardez, je désignais les papiers, la maison, les témoins. Nous y sommes. Alors, laissez-moi comprendre, dit Clara lentement, son cerveau marketing rattrapant enfin le retard. Je dois travailler dans cette maison. Mon bureau sera dans la salle de lecture de mamie et vous vivrez à l'étage. Correct, confirma Marc. Et si je refuse, c'est votre choix. Mais refuser une affectation de travail raisonnable serait considéré comme de l'insubordination. Ce n'est pas raisonnable, protesta-t-elle. C'est une punition. C'est du commerce, interjeta Jennifer Leroy. L'emplacement a été choisi pour sa proximité avec les bases de clients et l'ambiance résidentielle que nous voulons pour les sessions créatives. Votre lien personnel avec la propriété est sans importance. Sans importance, cria maman. Ma fille doit travailler dans une maison qu'elle aurait dû hériter. Aurait dû, demandai-je. Basé sur quoi ? Être née en seconde, être plus jolie ? Être plus aimée ? Basé sur le besoin, cria papa. Elle en a plus besoin. Non, dis-je fermement. Elle le veut plus. Il y a une différence. J'ai besoin d'un logement stable. Elle veut un symbole de statut. J'ai besoin de liberté face à votre manipulation. Elle veut un autre jouet que vous lui achèterez. Comment osez-vous ?
Maman se dirigea à nouveau vers moi. Marc s'interposa entre nous. Madame Dubois, vous êtes en train de violer une propriété privée. Partez maintenant ou j'appelle la police. Vous n'oseriez pas, lança papa. Marc avait déjà son téléphone. Police de Nanterre. Oui. J'ai besoin d'aide avec des intrus au 427 rue des Lilas. Nous partons, maman attrapa le bras de papa. Mais ce n'est pas fini. En fait, ça l'est, dis-je. La maison est vendue. Les contrats sont signés. Clara commence son nouvel arrangement de bureau lundi, et je vivrai ma vie dans ma maison à mes conditions. Ta maison? Clara rit amèrement. Tu es une locataire avec un bail de 10 ans à un loyer inférieur au marché et le droit de la racheter, lui rappelai-je, ce qui est plus que ce que tu auras jamais. La voiture de police tourna au coin de la rue, les lumières éteintes, mais visibles. Mes parents reculèrent vers leur voiture. Tu as choisi des étrangers plutôt que la famille, dit maman, son dernier coup. Non, corrigeai-je. J'ai choisi moi-même plutôt que des gens qui ne m'ont jamais choisi. C'est de ta faute, me siffla Clara. Quand monsieur Dupont en aura marre de son petit jeu, quand tu seras seule sans famille, souviens-toi que tu as fait ça. Je m'en souviendrai, promis-je. Chaque matin quand je me réveille dans la maison de ma grand-mère, chaque soir quand je m'occupe de son jardin. Chaque fois que je n'aurai pas à mendier des miettes de respect de la part de gens qui auraient dû m'aimer également. Ils partirent alors. Maman pleurant dramatiquement. Papa rouge et marmonnant à propos d'avocat. Clara silencieuse et sous le choc. Les conséquences furent rapides et brutales. En moins d'une heure, maman avait posté sur Facebook, le cœur brisé. Quand l'argent compte plus que l'amour d'une mère, certaines filles naissent juste cruelles. Tante Hélène m'a appelé 15 minutes plus tard. Camille, que s'est-il vraiment passé? Ta mère dit que tu as vendu la maison pour leur nuire. J'ai vendu ma maison à quelqu'un qui a offert au-dessus de la valeur marchande, dis-je simplement. Le fait qu'il soit le PDG de Clara n'est qu'une coïncidence. Hélène rit. En fait, elle rit. Coïncidence? Mon cul. Bien joué, gamine. Ta grand-mère rirait à gorge déployée. La discussion de groupe familial explosa. Les cousins prenant parti, les oncles menaçant d'action en justice qu'ils ne pouvaient pas se permettre, les tantes agrippant des perles qu'elles ne possédaient pas. Mais le meilleur, le groupe de discussion des voisins auquel Madame Chen m'avait ajouté. Enfin, quelqu'un a tenu tête à ces gens horribles. Éléonore a toujours dit que Camille était la plus intelligente. Avez-vous vu le visage de Robert? Inestimable. Linda raconte à tout le monde depuis des années le succès de Clara, mais elle ne mentionnera pas l'emplacement de son nouveau bureau. Lundi matin arriva comme Noël. Je me suis réveillée dans le lit de ma grand-mère, dans la maison de ma grand-mère, et j'ai fait du café dans la cuisine de ma grand-mère. À 8h45, les voitures ont commencé à arriver. La voiture de Clara s'est arrêtée à 8h58. Elle est restée dedans pendant 5 bonnes minutes, se faisant probablement un discours d'encouragement. Quand elle est finalement sortie, elle a levé les yeux vers ma fenêtre. J'ai fait un signe de la main. L'expression sur son visage valait tous les dîners de famille que j'avais jamais eu à endurer. Jennifer Leroy dirigeait la réunion dans ce qui était autrefois la salle de lecture de mamie. J'entendais des bribes à travers les vieilles bouches d'aération. Quelque chose sur les solutions d'espace de travail innovantes et l'intégration résidentielle. Du jargon d'entreprise pour « ta sœur te possède maintenant ». Au déjeuner, Clara a frappé à ma porte. « On peut parler ?» Je l'ai laissée entrer. Elle a regardé l'appartement que j'avais créé à l'étage. Mes livres, mes plantes, ma vie. Ce n'est pas juste, dit-elle doucement. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Que je vive ici? Que je travaille ici? C'est de la torture psychologique. Ce sont des conséquences, corrigeai-je. Tu as essayé de prendre mon héritage. Maintenant, tu y travailles. Je suis ta sœur. Oui, j'ai acquiescé. Et cela aurait dû signifier quelque chose pour toi avant que tu n'essaies de me voler. Elle est partie sans un mot de plus. Ce soir-là, Marc a appelé. Comment s'est passé le premier jour? Éducatif, dis-je. Pour tout le monde. Pas de regrets?
J'ai regardé la cuisine de mamie, sa vaisselle toujours dans les armoires, son tablier toujours accroché. Pas un seul. 3 mois plus tard, la nouvelle normalité s'était installée comme des sédiments dans l'eau calme. Clara arrivait tous les matins à 9 heures précises. Jamais plus tôt, jamais plus tard. Elle se garait dans la section désignée pour les employés que Marc avait marquée, ramassait ses affaires avec une précision robotique, et passait devant ma porte sans jamais lever les yeux. La maison s'était transformée. En bas, tout était à faire. Des ordinateurs élégants, des tableaux blancs, le bourdonnement constant de la productivité. À l'étage, le sanctuaire de mamie, mon sanctuaire, restait intact par l'ambition de l'entreprise. Vos parents ont rappelé, m'a dit Marc lors de l'une de nos vérifications mensuelles. Ils proposent de m'acheter la maison, le double de ce que j'ai payé. Et je leur ai dit que la propriété n'était pas à vendre. Votre père a utilisé un langage fleuri. Ça me semble juste. Le vrai changement était chez Clara. Sans le renforcement constant de nos parents, sans leur argent amortissant chaque chute, elle luttait. Son travail était médiocre. Ses idées sans inspiration. Jennifer Leroy l'avait mise sous plan d'amélioration des performances. Elle n'a jamais eu à travailler réellement auparavant, confia Jennifer lors d'une rencontre fortuite dans le jardin. Les relations de vos parents lui ont donné le poste, mais les relations n'écrivent pas de stratégie marketing. La famille s'était complètement fracturée. Thanksgiving est passé sans un mot. Noël aussi. Maman a envoyé un message. Tu manques à la fête de fiançailles de Clara. Benoît avait apparemment fait sa demande. Ou peut-être était-ce Julien. J'avais arrêté de suivre. Mais voici ce que j'ai gagné. La paix. Les matins avec du café dans le jardin de mamie. Les soirées avec des livres dans son fauteuil de lecture. Après les heures de bureau, bien sûr, les week-ends à m'occuper des roses qu'elle avait plantées, celles qui fleurissaient malgré la négligence, malgré le temps rigoureux, malgré tout. Tu sais ce que mamie m'a dit un jour, dis-je à Marc lors d'une visite de la propriété. Elle a dit que la famille Dubois était comme un jardin où un seul type de fleurs était autorisé à fleurir. Tout le reste était coupé ou arraché. Et maintenant je pousse en pleine nature. La sécurité financière a également aidé. Entre mon travail de comptable, mon travail de consultante et l'argent que j'économisais sur le loyer, j'avais accumulé plus d'économies en 3 mois qu'au cours des 3 années précédentes. Pendant ce temps, Clara apprenait à quoi ressemblait la vie sans les subventions parentales. Son appartement de luxe avait disparu. Les vêtements de marque, la voiture chère, tout avait été réduit. Ce n'est pas juste, s'était-elle plainte à une collègue, ne sachant pas que je pouvais l'entendre à travers les bouches d'aération. Elle a tout eu. N'en a-t-elle pas hérité, demanda la collègue. Ce n'est pas la question. Mais c'était exactement la question. J'avais hérité de ce qui était à moi. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais gardé. 6 mois après la vente, je me suis retrouvée dans le jardin de mamie au coucher du soleil, plantant les dernières bulbes de printemps. Le bourdonnement corporatif en bas avait cessé il y a des heures. La maison était à nouveau la mienne, remplie du genre de silence que mamie disait être bon pour l'âme. Mon téléphone sonna. Maman, ta sœur a perdu son emploi aujourd'hui, dit-elle sans préambule. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je et je le pensais. Malgré tout, je ne prenais aucun plaisir aux échecs de Clara. C'est de ta faute. Le stress de travailler dans cette maison, de te voir tous les jours, ça a détruit ses performances. Ses performances étaient de sa responsabilité. La famille aide la famille, Camille. La famille respecte la famille. Maman, tu m'as appris ça, juste pas de la manière dont tu l'entendais. Elle raccrocha. Marc appela 1 heure plus tard. Le licenciement de Clara était basé sur les performances. Rien à voir avec la situation de la propriété. Je voulais que vous l'entendiez de ma part. Je sais, dis-je. J'ai entendu ses appels de travail à travers les bouches d'aération. Elle se reposait sur son charme dans un travail qui exigeait de la substance. Vous auriez pu l'aider, suggéra-t-il doucement. J'aurais pu, acquiescer-je. Mais elle n'a jamais demandé. Elle a exigé, manipulé, pleuré et menacé. Mais elle n'a jamais une seule fois juste demandé.
Cette nuit-là, j'ai trouvé une boîte dans le placard de mamie que j'avais manqué auparavant. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines d'entre elles, toutes adressées à moi, mais jamais envoyées. J'en ai ouvert une au hasard. Ma très chère Camille, je les regarde éteindre ta lumière, et cela me brise le cœur. Mais je vois le feu en toi qu'ils essaient d'éteindre. Il n'est pas parti, juste caché. Un jour, tu auras la chance de le laisser brûler vivement. Quand ce jour viendra, n'hésite pas. Ne te sens pas coupable. Prends ce qui est à toi et construis la vie que tu mérites. Tout mon amour, mamie. La date était il y a 3 ans. Elle planifiait ça même alors. La maison était silencieuse maintenant sans le chaos quotidien du bureau. Marc avait déménagé l'équipe marketing dans un espace commercial approprié après le départ de Clara. Il n'avait eu besoin de la maison que pendant 6 mois pour faire passer son message, mais mon bail restait inébranlable. 10 ans de sécurité à un taux qui me permettrait d'économiser, d'investir, de construire. Tu as gagné, m'avait envoyé Clara ce matin-là. Heureuse? Je suis libre, avais-je répondu. Il y a une différence. Le jardin fleurissait autour de moi alors que le printemps arrivait en force. Chaque plante que mamie avait aimée, chaque fleur qu'elle avait entretenue, revint plus forte que jamais. Les voisins passaient régulièrement maintenant, partageant des histoires de mamie que je n'avais jamais entendues, me traitant comme si j'appartenais ici. Parce que c'était le cas. Vos parents vendent leur maison, mentionna Madame Chen autour d'un thé. Ils déménagent en Normandie, disant quelque chose sur le fait de repartir à zéro où personne ne connaît leurs affaires. Fuir. C'est ce qu'ils faisaient le mieux quand la réalité ne correspondait pas à leur récit. Mais je ne fuyais plus. J'étais plantée ici, dans la maison de mamie, dans son jardin, dans la vie qu'elle avait rendue possible pour moi. Non pas par méchanceté ou vengeance, mais par amour. L'amour de soi. Le genre que mamie avait essayé de m'enseigner, le genre que mes parents avaient essayé de me faire abandonner. Le genre qui fleurissait quand même. La famille n'est pas celle à qui tu es né, avait écrit mamie dans une autre lettre. C'est celle qui te soutient quand te soutenir lui coûte quelque chose. Selon cette définition, je n'avais rien perdu et tout gagné. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue, mais les drames familiaux le sont toujours, n'est-ce pas? Si vous avez déjà dû choisir entre maintenir la paix et maintenir votre respect de soi, j'aimerais en entendre parler dans les commentaires. Quelles limites avez-vous dû fixer? Qu'est-ce que cela vous a coûté? Qu'avez-vous gagné? Et si vous pensez que j'ai fait ce qu'il fallait, cliquez sur le bouton « J'aime ». Si vous pensez que je suis allé trop loin, dites-moi pourquoi. Je veux vraiment comprendre les différentes perspectives. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la façon de faire face à la manipulation familiale avec stratégie, pas avec des cris. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que la meilleure vengeance est un contrat légalement contraignant.